Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les titres de ce lundi 22 septembre. Ils sont accros à TikTok. Faut-il s'inquiéter? Question posée suite à un rapport national rendu public. L'Assemblée alerte sur les effets néfastes et propose 43 recommandations. Cap sur les Gambiers, Rikitea passe à l'action. Associations, habitants et services publics se mobilisent pour débarrasser l'île de ses encombrants. Un défi logistique à plus de 1600 km de Tahiti. Ekiden Tahiti 2025, la grande course en relais de retour sur le front de mer début octobre. Un événement sportif porté par la Fédération d'athlétisme en Polynésie française. Son secrétaire général Bud Gilroy est sur TNTV pour évoquer ce prochain marathon à Papeete. Enfin, on vous emmène à l'île de la Réunion en musique. La ville de l'Étang Salé avait un petit air du Fénois. Des dizaines de musiciens se sont réunis pour relever le challenge sans ukulélé. Je vous le disais en titre, TikTok inquiète. Un rapport national publié le 11 septembre alerte sur ses effets néfastes. 43 recommandations ont été formulées pour mieux protéger les mineurs. Le détail et les réactions avec notre dossier préparé par Nicolas Pérez. Le réseau social TikTok est-il dangereux pour la santé mentale des mineurs? Selon le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il n'y a pas l'ombre d'un doute. TikTok serait le terreau fertile des violences faites à soi et aux autres. Un constat sans ambiguïté, fruit de 6 mois de travaux et 178 auditions explicitées dans 2 documents disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Une enquête qui permet surtout de mettre en exergue le rôle de ces algorithmes, puisque toujours, selon la commission d'enquête, celui-ci serait un mécanisme qui broie. L'application compte plus d'1 milliard d'utilisateurs sur la planète. Et ces effets néfastes se font sentir aussi sur la jeunesse polynésienne. L'étude, elle confirme ce que l'on avait déjà vu il y a une petite dizaine d'années, sur la première étude que l'on avait faite, qui confirme qu'effectivement il y a un isolement, il y a un accès aux réseaux et aux écrans qui s'est majoré dans la population des jeunes. Et ça nous inquiète, oui, ça nous inquiète vraiment. Harcèlement et faits de violence pullulent sur l'ensemble des réseaux sociaux. Des comportements qui poussent à l'isolement, voire à des passages à l'acte désastreux. On sait qu'on a un taux de suicide des 15-25 ans qui est beaucoup plus élevé, 4 fois plus élevé qu'en France. Quand votre adolescent se replie sur lui-même, ne parle plus, n'a plus de copains, passe sa vie sur les réseaux, il faut s'alerter, il faut consulter. Car pour ces plateformes, le temps d'écran, c'est de l'argent. Ainsi, l'algorithme vous proposera des vidéos positives, au contenu vérifié si tel est votre choix. Mais il peut aussi accabler son utilisateur vers des vidéos anxiogènes, voire destructrices. Mango, influenceuse locale, en a fait les frais lors d'une rupture amoureuse. Au début, je recevais beaucoup de vidéos justement assez tristes ou de personnes qui vivaient aussi des ruptures amoureuses. Et à force, plus je regardais ces vidéos et plus je tombais sur ces vidéos-là en fait. Et après, au fur et à mesure, vu que j'étais dans une démarche plus de vouloir aller mieux niveau psychologiquement, je suis tombée sur des vidéos de motivation, de reprise de confiance en soi, etc., qui m'a aidée. Une prise de conscience salvatrice qui n'est pas forcément le cas pour les plus jeunes. La protection des adultes vis-à-vis de ce jeune public est donc primordiale. Les parents, je pense qu'ils devraient mettre beaucoup plus de cadres et surtout bien expliquer aux enfants, une fois que tu es sur les réseaux sociaux, ça ne change pas de la vraie vie. C'est-à-dire que même si tu commentes une vidéo, peut-être la personne va mal le prendre. Pour endiguer cette situation, une quarantaine de recommandations sont sur la table du gouvernement central. Parmi celles-ci, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, un couvre-feu numérique de 22h à 8h du matin et enfin la décroissance et l'éducation digitale à l'école.
Pour le ministre en charge de la jeunesse et de la prévention, des actions sont d'ores et déjà menées sur le Fénois. On se sert du tissu associatif qui est vraiment un acteur de proximité pour pouvoir toucher au plus près en fait, nos jeunes. Beaucoup d'associations de jeunesse qui œuvrent dans ce sens-là, donc à l'occasion de centres de vacances par exemple ou d'activités périscolaires qui développent en fait ces modules de sensibilisation au niveau des jeunes et qui sont très efficaces. Des actions plus larges doivent aujourd'hui voir le jour et mobiliser l'ensemble de la société. On peut imaginer des campagnes de communication à grande échelle pour pouvoir sensibiliser sur ces risques liés aux réseaux sociaux. Par contre, il faut qu'on puisse bien s'assurer que on va essayer de toucher le jeune, et il faut qu'on puisse s'assurer de toucher l'ensemble de la cellule familiale, puisque c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir traiter le problème entre guillemets. En France, la loi du 7 juillet 2023 institue une majorité numérique à 15 ans. Toutefois, cette loi ne s'applique pas encore en raison de sa non-conformité actuelle avec le droit européen. D'après une enquête de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la première inscription sur un réseau social interviendrait en moyenne dès l'âge de 8 ans et demi. Et justement, que pensez-vous de TikTok? Notre journaliste Nicolas Pérez a recueilli vos avis. Regardez. À un moment, c'est les parents qui protègent les enfants. Hein. Et si les parents s'en foutent des enfants, hein, personne ne peut s'en foutre. Hein. Mais il faudra une bonne loi pour la bonne loi. Il faut un président qui donne la bonne loi hein, pour tout le monde. Les parents ne peuvent pas être constamment sur le dos des enfants. À la maison, ça peut être très strict, mais tu arrives à l'école, ton copain il te montre des vidéos et après ça peut vite monter et partir trop loin. Chez nous, c'est de pire en pire, quoi. Il me semblait que sur Facebook, par exemple, il y avait un modérateur, quand ce sont des propos un peu vulgaires ou vraiment insultants, ça passe pas, quoi. Je suis désolée, mais je les lis. Hein. C'est pas, voilà, il y a aucun, c'est tout part, quoi. Hein. Bon, je sais sur TikTok, ils ont beaucoup à faire. Il y a beaucoup de contenus qui sont supprimés, mais il y en a beaucoup qui passent au travers. Avant de poursuivre, un mot de justice. C'est un drame qui avait ému la Polynésie. En novembre 2020, 2 jeunes ados perdaient la vie dans un accident de voiture à Bora Bora. Le conducteur, leur cousin, était mineur. Les parents du mineur, justement, viennent d'être condamnés cet après-midi. Ils écopent d'1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité. Direction les Gambiers, où habitants, associations et services publics se sont mobilisés pour évacuer les déchets et encombrants accumulés depuis des années. Une opération d'envergure pour préserver l'environnement de Rikitea, Samuel Ravatua-Smith et Moihau Timiona. Vaste opération de débarrassage des déchets encombrants depuis quelques mois. Habitants, associations, services publics, ici, tout le monde se sent concerné par cet enjeu. Une initiative attendue et saluée par la communauté insulaire. Alors, en tant que résidente de Mangareva, je suis très contente de l'opération qui est en train de se dérouler, d'évacuation des déchets et des encombrants. Alors, cette action, déjà, nous fait prendre conscience du gros problème qu'est la gestion des déchets sur notre île et nous conforte dans notre projet avec notre association de créer une ressourcerie sur l'île de Mangareva pour réduire les déchets. Pour Yolani et son organisation, l'opération dépasse le simple nettoyage. Avec son équipe, elle vise un projet concret, la création d'une ressourcerie afin de donner une seconde vie aux objets. Quant aux irrécupérables, il faut bien les rapatrier, un défi de taille. Dernièrement, on a fait évacuer 62 véhicules de carcasses de voitures, des déchets d'équipements électriques et électroménagers, des déchets de la pelliculture. Pour le capitaine et son navire, le Tahiti Inuit, c'est une première. Cette mission menée avec les communes et les services du pays illustre la détermination des Mangaréviens à préserver leur cagne, leur terre. Notre mission est venue pour ramasser les encombrants d'ici. Et voilà, on a terminé avec les big bags qui restent, et un gros conteneur et quelques divers. Les habitants espèrent davantage de soutien du pays pour faire des Gambiers un sanctuaire vivant à transmettre aux générations futures.
Retour à Tahiti avec l'Ekiden. Cette grande course en relais inspirée d'un concept venu du Japon revient le 4 octobre sur le front de mer de Papeete. 42 km à parcourir en équipe et une ambiance festive au parc Paufei tout au long de la journée. Bud Gilroy, secrétaire général de la Fédération d'athlétisme, est notre invité ce soir pour en parler. Yaurana? Bonsoir Vémiti, bonsoir à tous. Alors l'Ekiden est une course de relais très spécifique. Quelle est sa particularité? Alors à base, comme tu disais, ça vient du Japon, c'est un relais marathon. Donc ça a commencé l'année dernière avec 2 différentes courses. Donc l'Ekiden qui est le marathon complet qui est divisé en 6 coureurs et ensuite le Half Ekiden qui est le semi-marathon qui est divisé en 3 coureurs. Enfin le semi-marathon 20 km divisé en 3 coureurs. Donc cette année, petite nouveauté, on a le Midi Ekiden pour les jeunes, donc les plus jeunes Benjamin. Année de naissance 2014. D'accord, justement, voilà, 2014. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs catégories, dont une catégorie entreprise? Est-ce qu'elle attire du monde, cette catégorie? Tout à fait, elle attire énormément de monde, puisque les entreprises, c'est un moment de partage, de solidarité dans une course où on est engagé en équipe. Donc, ce n'est pas la performance d'un seul coureur qui compte, mais la performance de l'équipe entière. Ça permet de faire de la cohésion et de souder des équipes comme des entreprises, tout à fait. Il y a une catégorie uniforme. À qui s'adresse-t-elle? Les uniformes, on retrouve nos militaires. Effectivement, l'année dernière, c'était gagné par le RIMAP, par exemple. Et donc, on retrouve tous les uniformes, que ce soit pas seulement les militaires, la police, la douane, ça peut être différents corps de métiers qui portent un uniforme. Pour les équipes en open, y a-t-il des règles de mixité dans la composition des équipes? Il y a effectivement des règles de mixité, obligé d'avoir par exemple 2 filles, 2 garçons. Donc ça, c'est des obligations pour être considérées mixtes, au moins un homme, une fille, par exemple si c'est le Half Ekiden, donc pour être considéré mixte. Mais sinon, après, la composition des équipes elles-mêmes, il peut y avoir une équipe que d'hommes, que de femmes, il n'y a pas de limite là. C'est juste au cas si on veut se classer en mixte. Alors, c'est un marathon qui se déroulera sur le front de mer. La question du ravitaillement est cruciale. Comment cela va s'organiser? Alors effectivement, l'année dernière, le départ était au stade Willy Bombridge. Cette année, on le bouge sur Paufei pour avoir un cadre plus festif et plus accueillant. On apprend aussi de ce qu'on a fait auparavant. Donc les points de ravitaillement seront bien détaillés au préalable et en fonction de l'effort qui a été fourni. Donc les points de ravitaillement seront bien mis en place comme ils ont été l'année dernière à d'autres points stratégiques qu'on communiquera le jour de la course effectivement sur le plan lui-même. Alors comment s'inscrire à cette course? Est-ce qu'il faut un certificat médical, une licence? Alors les inscriptions tout d'abord sont ouvertes jusqu'au 25 septembre, c'est la date limite des inscriptions. Il faut avoir obligatoirement un certificat médical parce qu'on veut quand même vérifier que les gens sont aptes à faire une course. Parce que derrière, effectivement, qui dit engagement physique dit qu'il peut avoir des conséquences physiques. Donc on va être sûr que les gens sont aptes. Donc certificat médical obligatoire et après payer l'inscription et s'inscrire avant le 25 septembre. Peut-être un mot sur la sécurité, qu'est-ce qui est prévu? Pour la sécurité, effectivement, on travaille avec les secouristes pour éviter les coups de chaleur. Donc effectivement, on aura une équipe de secouristes là, un urgentiste avec un médecin pour aider et des bains de glace parce qu'on se remarque que c'est très très chaud. Effectivement, la course démarre vers 15h, 16h. Donc c'est des moments où il fait très chaud. Bon, on est un peu tenu par la circulation, on ne peut pas bloquer la circulation tard le soir par exemple. Donc effectivement des bains de glace et des secouristes sont prévus à l'arrivée pour assister les personnes qui sont en difficulté lorsqu'ils vont franchir la ligne d'arrivée. Vous parliez justement de la chaleur, c'est une des difficultés, un des défis de ce marathon? Le premier défi d'abord c'est se préparer comme il faut à un marathon. On ne peut pas démarrer directement une course, donc il s'agit de s'hydrater avant, pendant, après. Donc c'est des habitudes à prendre que certains amateurs n'ont pas nécessairement. Et après derrière effectivement qu'il y ait un suivi de l'athlète avant, après, pendant et après la course. Voilà. Alors, en tant que spectateur, est-ce qu'on peut s'attendre à des animations? Effectivement, tout le monde est invité au parc. Lorsqu'on est là dans l'Ekiden, c'est l'effervescence parce que les équipes se relaient, tout le monde est excité, tout le monde est là pour soutenir sa famille, son collègue de travail. Il y a ici une compétition entre les différentes équipes d'une entreprise. On ne va pas se mentir, s'il y en a 5 équipes d'une entreprise, c'est sûr que ça va un peu chambrer au bureau en fonction des résultats. Donc oui, c'est une ambiance conviviale, c'est une ambiance de solidarité, c'est du sport, tout simplement. C'est le moyen de faire du sport. Merci Bud Gilroy d'avoir été avec nous ce soir. L'Ekiden Tahiti, c'est le samedi 4 octobre sur le front de mer de Papeete et au parc Paufei. Une belle fête du sport en perspective. Et on reste avec le sport et le tournoi U19 féminin de l'OFC. 7 sélections d'Océanie sont en compétition.
Cet après-midi, la Nouvelle-Calédonie a battu le Vanuatu 1-0 avant le match Tahiti-Nouvelle-Zélande. Résumé des temps forts avec Jeanne Tinourua et Naya Bennett. C'est le moment très attendu pour la sélection tahitienne. Après plusieurs mois de préparation mentale et physique, les Hine Taurea affrontent pour le premier match de championnat les tenants du titre, la Nouvelle-Zélande. Et malgré le niveau des Néo-Zélandaises, les joueuses tahitiennes ont montré de la combativité, mais pas assez pour prendre le dessus sur les Kiwis. À la mi-temps, la Nouvelle-Zélande mène déjà 4-0. Contre les Tahitiennes. Premier mi-temps, moi je pense que c'est positif par rapport aux grands favoris du tournoi contre la Nouvelle-Zélande. 4-0, c'est un bilan pour moi justement, un très bon bilan par rapport à la première période. Ensuite on verra pour la deuxième, j'ai fait des changements en fonction. Donc l'objectif c'est de ne pas prendre plus de 4 buts. Et on fera tout justement pour se qualifier pour les demi-finales. Vainqueur de la compétition en 2023, la Nouvelle-Zélande compte bien renouveler sa performance cette année. Score final 7-0 pour la Nouvelle-Zélande. Les Hine Taurea vont devoir redoubler d'efforts pour la suite de la compétition. Le premier objectif c'est de sortir des poules pour aller en demi. Le deuxième c'est la finale bien sûr. Donc si on accroche la finale, c'est-à-dire la deuxième place, on sera qualifié pour la Coupe du Monde. Après la Nouvelle-Zélande, Tahiti affrontera l'équipe du Vanuatu ce jeudi, avant sa rencontre avec la Nouvelle-Calédonie, prévue le dimanche 28 septembre à Paea. On termine ce journal en musique. À l'étang salé sur l'île de la Réunion, une soixantaine de passionnés se sont réunis pour relever le défi des 100 ukulélés et partager un moment convivial. Camille Chatillon était sur place. La star de cet après-midi, c'est lui. Ce petit instrument qui transporte petits et grands directement en Polynésie. J'ai touché la première fois un ukulélé lors d'une croisière aux Marquises. Et ce sont des Marquisiens sur le bateau qui chantaient, qui dansaient tout le temps et qui nous ont proposé des petits ateliers d'initiation au ukulélé. Donc ça a été la première fois où j'ai touché un ukulélé. Ça fait des bons souvenirs, ça ravive de très très bons souvenirs. Un petit peu nostalgique aussi de cette excursion. Pour tous, le ukulélé transmet bien plus que des notes. C'est agréable parce que le son est très, très cristallin, c'est doux, très doux, c'est charmeur, voilà. Le fait de jouer avec le groupe, on sent vraiment l'émotion, la chaleur qui se dégage, le malin. Au total, ils sont près d'une soixantaine de ukulélistes à s'être prêtés au jeu de ce rassemblement. Ça me fait rappeler chez moi, déjà des souvenirs à Tahiti, tous ces rassemblements, ça me fait chaud au cœur en fait. Voilà. Ça rappelle l'identité, les valeurs, tout ça. Non sans difficulté pour ces joueurs amateurs. Les notes, déplacer les doigts et puis la rythmique. La rythmique, c'est ces deux qu'il faut coordonner en fait. Voilà, donc c'est ça le plus difficile au début. Un challenge réussi pour l'équipe organisatrice. Un court instant qui aura permis durant près de 2 heures d'implanter un bout de Polynésie à La Réunion. C'est sur ces images de partage et de musique que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre magazine Tohu Whenua Tohu Ora, plongé dans l'univers de Rival, un artiste peintre graffeur, suivi du portrait de Reymana Vernaudan dans Nos différences, puis 2 épisodes de votre série House of Cards. Excellente soirée sur TNTV. À demain pour un nouveau journal. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.